Vous écoutez Mystère Radio. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Au fond de Neuilly, film radiophonique de Léon Deutsch, d'après le roman de Palinges, avec, par ordre d'entrée en onde, Arlette Thomas, Jean Mauvais, Pierre Vernier, Louis Arbessier, Marcel André, Jean Bollot, Clément Béran, Anne Capril, Montcorbier et Jean-Jacques Steen. Prise de son Robert Borel et Édouard Campras. Bruitage Jean Berriac. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. Allô, police secours. Venez vite. Rue Périgny, Neuilly. Une maison basse. Parce qu'au coin de l'avenue du Roule. Vite. Un homme a été assassiné. Ah, voyons. C'est vous qui avez appelé? Oui, c'est moi. Cet homme par terre, chef. Ah, qu'on ne touche pas au corps, hein. Et vous, madame, ne bougez pas. Il est mort, monsieur l'inspecteur. Une balle tirée à bout portant, en plein cœur. Où est l'arme? Comment? Oui, où est l'arme dont vous vous êtes servi? Mais c'est pas moi qui... Ah, pas d'histoire, hein. Allez, chef, fouillez dans son sac. Oh, mais je l'ai pas tué, voyons, je l'ai trouvé là, étendu. Pas de revolver dans son sac, monsieur l'inspecteur. Elle l'aura planqué ailleurs, faites-le chercher. Pourquoi avez-vous fait ça? Mais je vous dis que c'est pas moi. Quand je suis entrée, il était là, comme vous le voyez en ce moment. Oui. Vous habitez ici? Non, nous habitons 19 terre rue Copernic. Eh bien, ensemble, vous et lui, là? Naturellement. Oui, je vois, oui. Mais alors, qu'est-ce que vous faisiez ici? Mais j'étais inquiète. Depuis quelque temps, il ne me paraissait pas dans son état habituel. Alors je l'avais suivi. Oui, dites plutôt que vous vouliez savoir où il allait parce que vous étiez jalouse, quoi. Alors vous pensiez qu'il venait en trouver une autre? Oui, c'est exact, monsieur l'inspecteur. Je pensais qu'il venait retrouver une femme, mais... Oui, alors, l'affaire est banale, quoi. Vous étiez jalouse, vous l'avez rejoint ici, et vous l'avez tué. Oh, mais non! Mais non, voyons! Oh, mon Dieu! Ah, vous n'allez pas vous trouver mal, hein? D'ailleurs, ce n'est pas le moment. Et puis, ça ne prendrait pas avec moi, hein? Oh, mais je ne l'ai pas tué, voyons, ce n'est pas moi, je vous l'ai dit. J'ai d'abord cru... J'ai d'abord espéré qu'il n'était que blessé. J'ai voulu appeler un médecin. Mais je ne me suis pas rappelé son numéro. Mais voyons, j'étais affolée. Oui. Et puis là, près du téléphone, j'ai pas trouvé d'annuaire. J'ai pensé à sortir, à appeler, à sonner à la porte de la maison voisine pour réveiller les gens. Et puis j'ai eu l'idée de téléphoner à la police secours, quoi. C'est tout. Oui. Vous avez des papiers? Oui, monsieur l'inspecteur, on les a trouvés dans son sac. Une carte d'identité au nom de Baudouin Christiane, né le 4 avril 1935 à Paris. C'est bien vous, hein? Oui. Et la victime, qui s'appelle?
Je vous parle, madame. Allons, répondez. Votre mari? Votre amant? C'était mon père. Veuillez vous asseoir, mademoiselle. Je vous en prie. Vous vous appelez Baudouin Christiane René, célibataire, habitant 19 terre, rue Copernic. Bon. Ne nous attardons pas à des détails. On vous a trouvé cette nuit dans une maison déserte, au fond de Neuilly, seul, avec à vos pieds le cadavre de votre père. Je vais vous expliquer, monsieur. Non, je vous en prie, ne me coupez pas la parole. Non, mais on ne m'a pas exactement trouvé. C'est moi qui ai appelé police secours. Qu'est-ce que ça prouve? Que vous n'avez pas pris la fuite. À première vue, cela peut paraître surprenant, en effet. Vous auriez très bien pu sortir sans être vu de cette maison isolée. Il passe peu de monde la nuit rue Périgny. Vous auriez pu gagner l'avenue du Roule et prendre un taxi qui vous aurait ramené chez vous. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Oh, mais voyons, monsieur le juge, je n'allais pas laisser mon père tout seul. J'étais pressée d'avoir du secours et au lieu de ça, j'ai vu arriver des policiers qui m'ont tout de suite prise pour une criminelle, qui m'ont interrogée, qui m'ont arrêtée. Ils n'ont fait que leur devoir. Je ne veux pas vous brusquer, mais je ne vous cacherai pas que de lourdes charges pèsent sur vous. Oh, non, non, allons, je vous en prie. Calmez-vous. Une déposition nette et franche peut arranger bien des choses. Je ne demande qu'à vous laisser plaider votre cause et à reconnaître votre innocence. Je vivais seule avec mon père, monsieur le juge. Ma mère est morte il y a 2 ans. Mon père et moi, nous nous adorions. Sa manière de vivre nous choquait un peu quelquefois, mais je considérais que sa vie privée ne me regardait en rien. Et puis ne faut-il pas accepter chacun avec ses travers? Arrivons au fait, je vous prie. Je n'ignorais pas qu'il avait des aventures, il sortait beaucoup. Vous venez de me dire que vous ne vous mêliez pas de sa vie privée, n'est-ce pas? Mais oui, mais... Alors, qu'est-ce qui vous a poussé cette nuit à le suivre? Car vous l'avez suivi. C'est bien ce que vous avez déclaré au cours de votre premier interrogatoire. Mais depuis quelque temps, ces allées et venues me paraissaient insolites. Tenez, ainsi, il passait la soirée avec moi, et puis il faisait mine de rentrer dans sa chambre. Et vers minuit moins le tard, je l'entendais ressortir. En se cachant de vous? Peut-être. Je ne peux pas l'affirmer, car je ne me suis jamais permis de venir le guetter dans l'antichambre. Admettons, mais minuit n'est pas une heure anormale. Peut-être votre père avait-il fait la connaissance d'une actrice qu'il allait chercher à la sortie du théâtre. Oui, j'y ai pensé. Mais il y avait autre chose. Depuis quelque temps, il me semblait préoccupé. Il était nerveux. Son air soucieux m'inquiétait. Alors ça a été plus fort que moi. Je n'ai pas raisonné. J'ai voulu en avoir le cœur net. Il a fermé la porte de l'antichambre et j'ai couru derrière lui. Il s'est aperçu que vous le suiviez? Oh non, sûrement pas. Je l'ai vu mettre sa voiture en marche. Je l'ai laissé partir. Un taxi est passé. Je me suis dit que j'avais de la chance. Oh, aussi j'avais pu me douter. Il était environ minuit? Oui, monsieur le juge. Et cela se passait? Entre la place Victor Hugo et la rue Lauriston. La compagnie du taxi? Oh, je ne sais pas, je n'ai pas remarqué. Mais je reconnaîtrai le chauffeur. Si nous pouvons le retrouver. La suite? J'ai demandé au chauffeur de suivre la voiture de mon père, ce qu'il a fait. J'ai vu mon père s'arrêter devant cette maison de la rue Périgny à Neuilly et y entrer. J'ai payé le taxi qui est reparti aussitôt. J'ai guetté pendant quelques instants. Il m'a semblé entendre un bruit sec. Mais j'ai pas réalisé que ça pouvait être un coup de revolver. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui vous a décidé à entrer dans la maison? Mais le temps passait. Tout était silencieux. Je me suis approchée. J'ai constaté que la porte était entrebâillée. Oh, ça ne m'a pas étonné. Mon père avait la manie de ne jamais fermer cette porte. Oui, j'ai précisément sous les yeux le plan de la maison. Et vous êtes entré dans l'antichambre? Oui, c'est ça. Et puis j'ai vu de la lumière devant moi. J'y suis allée tout droit. Et au milieu d'une grande pièce, j'ai vu mon père étendu à terre. J'ai tout de suite couru à lui. Je l'ai appelé, je lui ai soulevé la tête. Il avait les yeux ouverts. Il semblait me regarder sans me voir. Et vous êtes absolument certaine qu'il était déjà mort
lorsque vous avez fait irruption dans le living room. Oh, écoutez, monsieur le juge, vous voulez à tout prix que je vous ai menti. Mais renseignez-vous sur moi, Non. sur mon père. Une enquête a déjà été menée, vous le pensez bien. Je dois vous avouer d'ailleurs que les renseignements recueillis vous ont tous été favorables. Mais mon rôle est de découvrir la vérité. Et je crains que cette vérité ne nous ménage des surprises. Qu'avez-vous fait du revolver? Oh, mais il n'y a jamais eu d'armes chez nous. Je n'ai jamais tenu un revolver. On n'a trouvé que vos empreintes sur les meubles, rue Périgny. Mais sans doute l'assassin portait-il des gants. Oh, je crois, mademoiselle, que cet assassin n'existe que dans votre imagination. Je le regrette pour vous, mais les faits sont là. On vous a trouvé auprès du corps. Vous prétendez ne pas savoir vous servir d'un revolver, mais tout le monde est capable de tirer à bout portant. On n'a relevé que vos empreintes. Monsieur Jean-Paul Baudouin n'avait pas d'ennemi. Vous l'avez déclaré vous-même. Connaissez-vous un avocat? Ou dois-je demander au bâtonnier de vous en désigner un d'office? Je connais Maître Olivier Fabrège. Maître Olivier Fabrège? Le bâtonnier lui-même? Mais pourquoi n'avoir pas fait encore demander son assistance? Je ne savais pas qu'il le fallait. Puis il était en froid avec mon père depuis la mort de maman. En quoi cela le regardait-il? Maître Fabrège est mon oncle, monsieur le juge, le frère de ma mère. Ma petite Christiane, toi, emprisonnée, suspectée d'avoir assassiné ton père. Je ne l'ai pas tué, mon oncle, je te le jure. Mais qu'es-tu donc allé faire dans cette maison de Neuilly? Mais je te l'ai dit. Je sentais qu'il se passait quelque chose dans sa vie, car il était très soucieux. Ah, ton père était bien coupable. Après avoir rendu ma pauvre sœur si malheureuse, t'avoir mise, toi, dans un pétrin pareil. C'est moi qui m'y suis mise. Je revendique toute la responsabilité. En tout cas, je saurais te défendre. J'ai parlé à l'inspecteur qui a fait les premières constatations. Comment l'assassin a-t-il pu s'enfuir? Selon ce policier, il aurait pu le faire en franchissant une fenêtre basse. Mais cette fenêtre était fermée et ne portait aucune trace d'empreinte. Tu as donc été prise au piège. Es-tu certaine de n'avoir vu sortir personne de la maison pendant que tu guettais dans la rue? Non, absolument personne. Écoute, Christiane, au cours d'une carrière déjà longue, j'ai constaté souvent que la chance venait quand on s'y attendait le moins au secours des innocents. Te désespère pas. Pour commencer, je vais essayer de te faire mettre en liberté provisoire. Oh, comme je le voudrais, mon oncle. Mais tu n'y parviendras pas. Vous avez demandé à boire, monsieur le juge? Oui, monsieur le bâtonnier. Je tenais à vous parler de votre nièce Christiane. Je n'ai pas cru devoir lui manifester de sympathie au cours de son interrogatoire, mais plus je réfléchis, plus j'ai la conviction qu'elle n'est pas coupable. En toute conscience, monsieur le juge, je partage votre opinion. Christiane adorait son père. Pourquoi l'aurait-elle tué? Parce qu'il pensait à se remarier, par intérêt. Ma nièce a hérité de sa mère une fortune qui lui assure son indépendance. Et de plus, elle travaille. Oui. Ce qui ne colle pas, voyez-vous, mon cher maître, c'est le meurtre lui-même, en admettant qu'il ait été commis par une autre personne. Christiane Baudouin fixe à environ 10 minutes le temps qui s'est écoulé entre le moment où elle a vu son père entrer dans la maison de la rue Périgny et celui où elle l'a trouvé étendu en plein milieu du living room. Si celui qui l'a abattu guettait son arrivée, il lui a fallu que 30 secondes. Mais comment s'est-il volatilisé? Nous tournons en rond, puisqu'elle n'a vu personne sortir de la maison. Vous permettez? Je vous en prie. Allô, oui. Ah, c'est vous, Dumas. Comment? Ah, ça alors. Oui, bien sûr. Agissez au plus vite. Je vous donne carte blanche. Il y a du nouveau, mon cher maître. Un de nos inspecteurs a recherché le chauffeur de taxi qui, selon les dires de votre nièce, l'a amené rue Périgny. Et il l'a retrouvé? Il l'a retrouvé. Mais figurez-vous qu'un autre chauffeur a également amené une jeune femme, la même nuit, à la même heure environ, et à la même adresse. C'est vous le concierge du théâtre? Oui, pourquoi? Police.
Ah. Vous avez bien parmi les comédiens une petite blonde qui a l'air d'une gosse. Isabelle Froment? Oui. 2 mots à lui dire. Ah, c'est pas difficile. Le 3 vient de se terminer. Le temps qu'elle se démaquille, qu'elle se change, ça doit déjà y être. Mais vous la connaissez? Non? Alors vous perdez votre temps, parce que pour ce qui est d'être sérieuse... Elle ne veut pas sortir par une autre porte. Oh, bien sûr que non. Tous les artistes s'en vont par ici. C'est bien. J'attendrai. Et qu'est-ce que vous lui voulez à la petite Froment? Si on vous le demande... Oh, elle est tellement gentille, tellement comme il faut. Sûr que vous faites erreur. Ah ben d'ailleurs, tenez, voici les artistes qui commencent à sortir. Bonsoir, demain. C'est elle? Ah non, ça c'est Lise Renaudier. Et c'est celle qui joue la garce dans la pièce. Et Isabelle Froment, qu'est-ce qu'elle joue? Une fille que son amant a plaquée pour la garce. Et elle ne tire pas sur sa rivale? Ah non, rassurez-vous, c'est une comédie gaie qu'on joue ici. Tout le monde s'engueule pendant 3 actes et ça finit par un mariage. Ah ben, tenez, la voilà qui s'amène. Mademoiselle Isabelle Froment? Oui, monsieur. Excusez-moi, je voudrais vous parler. Je me présente, inspecteur Dumas. Mais... Voulez-vous que nous sortions? Venez, c'est ça. Bien, ici personne ne nous entendra. C'est bien vous qui vous êtes fait conduire l'autre nuit au 14 de la rue Périgny, à Neuilly. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous ne connaissez personne qui habite à cette adresse? Non, personne. C'est parfait. Eh bien, dans ce cas, mademoiselle, je vais être obligé de vous demander de me suivre. Vous vous appelez Froment Isabelle René. C'est bien cela? Oui, monsieur le juge. Vous êtes né, voyons. Non, mais il me semble que vos parents n'ont pas jugé bon de se faire connaître. De braves paysans vous ont trouvé un jour sur le bord de la route, non loin de leur ferme, dans le Morbihan. Oui, à 10 kilomètres de Vannes. Ils ont obtenu que vous leur soyez confiés, ils vous ont élevé. 12 ans plus tard, vous êtes à Nantes, pensionnaire de l'institution Martin, un établissement irréprochable. On vous cite comme une élève modèle. Je n'avais aucun mérite. Ça me plaisait d'apprendre. Puis vous venez à Paris, vous vivez seul, vous suivez des cours du conservatoire. Qui subvient à vos besoins, nul ne le sait. Tout cela est-il exact? Oui, monsieur le juge. Poursuivons. Un homme est assassiné dans la nuit de jeudi à vendredi au fond de Neuilly dans une villa qu'il a louée, selon toute probabilité, pour y recevoir ses conquêtes. Cet homme, Jean-Paul Baudouin, est un industriel connu. La police enquête et elle découvre que jeudi, un peu avant minuit, vous avez pris un taxi en sortant du théâtre et que vous vous êtes fait conduire 14 rue Périgny chez monsieur Jean-Paul Baudouin. Il doit y avoir une confusion. Ça m'étonnerait. D'ailleurs, nous allons en avoir le cœur net. Bréal. Monsieur le juge. Faites entrer ce chauffeur de taxi. Mais, monsieur le juge. Je vous en prie. Par ici. Entrez, chauffeur, entrez. Entrez. Monsieur le juge. Approchez-vous. Vous reconnaissez, mademoiselle? Ben oui, c'est la cliente que vous m'avez demandé si je l'avais pas chargée. Non, regardez-la attentivement. Vous ne l'avez vue que dans la nuit, on peut se tromper. Vous êtes sûr que c'est elle? À moins qu'elle ait une sœur jumelle, ça... Vous maintenez votre déposition. Vous l'avez prise devant l'entrée des artistes du théâtre de la Gaîté et vous l'avez conduite... Rue Périgny, à Neuilly, bah oui. Mais c'est quoi. faux, vous vous trompez, voyons. Oh tiens, même la voix. Oh, c'est pas la peine d'insister, c'est elle. Ça, y a pas les... Non, mais c'est bien. Vous pouvez vous retirer. Non, vous pouvez vous retirer. Oui, emmenez-le, Bréal. Mademoiselle Froment, je vous en prie, un dernier mot. Jean-Paul Baudouin était-il déjà là quand vous êtes arrivé? Non, pas encore. Oh. Eh bien quoi? Vous voilà toute pâle.
Parce que vous vous êtes trahi. Oh, ça prouve que vous n'avez pas l'habitude du mensonge et ça plaiderait plutôt en votre faveur. C'est mal ce que vous avez fait. C'est mal. Eh bien oui, j'étais là-bas l'autre nuit. J'ai rencontré Jean-Paul Baudouin. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Qui alors? Je ne sais pas. Mais parlez, voyons. Disculpez-vous, dites la vérité. Comprenez que cette attitude peut vous coûter très cher. Non. Je sais que je suis perdue. À moins que... Que? Rien. Je suis désolé, mademoiselle, mais vous admettrez que je dois vous garder à la disposition de la justice. Bréal, faites le nécessaire. Oui. Et revenez, car j'ai besoin de vous. Bien, monsieur le juge. Si vous voulez venir, mademoiselle. Et quoi, vous êtes Ah, déjà monsieur là? le juge, oui, l'inspecteur Dumas passait justement dans le couloir, alors je lui ai confié l'inculpé. Ah. Bien. Votre avis, Bréal, vous croyez cette fille coupable? Monsieur le juge... Enfin, en tout cas, elle est arrivée la première rue Périgny. Elle l'a avoué. Jean-Paul Baudouin est entré à son tour. Et sa fille n'a pénétré dans la maison que 10 minutes plus tard, pour trouver son père étendu sur le sol. Oui, mais alors, en ce cas, comment Isabelle s'est-elle enfuie? Voilà ce qu'il faudra découvrir. En attendant, je vais faire en sorte que Christiane Baudouin soit mise en liberté provisoire. Avertissez Maître Fabrège. Bien, monsieur le juge. Je suis très troublée, mon oncle. Oui, je te comprends, ma petite Christiane, mais ça passera. Non. Cette fille, Isabelle Froment, est née avec un tel acharnement... Mais c'est la tactique de bien des coupables. Peut-être. Mais je finis par avoir des doutes. Pourtant, refuser de répondre, comme elle le fait, me paraît être un bien mauvais système de défense. Mais justement, mon oncle, je la crois trop intelligente pour croire à un tel moyen efficace. Et alors, tu conclus? Qu'elle n'est peut-être pas coupable. Mais ai-je besoin de te dire combien je désire que l'assassin de mon père soit puni comme il le mérite? Je le souhaite également. Mais Isabelle Froment refuse si désespérément de parler que c'est peut-être vrai qu'elle n'a pas tué. Seulement... Seulement, à ton avis, elle serait complice? Complice, je ne sais pas. Mettons témoin, volontaire ou involontaire. Car si elle n'a pas tué, elle sait qui a commis le crime. Ça me paraît indéniable. Et alors? Alors qui veut-elle couvrir en se taisant? Sans doute un amoureux jaloux de mon père qui est venu chercher des histoires et qui l'a abattu. C'est la conclusion à laquelle je me suis arrêtée. Oui, le crime passionnel. Oui, et voilà. C'est étrange comme dans la plupart des affaires, on court tout droit au crime passionnel. D'accord, et c'est souvent une erreur, mais c'est... C'est que quoi? Continue. Je crois qu'il y a ce que tu appellerais sans doute un fait nouveau. Seulement, je suis un peu gênée pour te raconter cela. Pourquoi non? Eh bien, depuis 2 jours, j'essaye de mettre de l'ordre dans les papiers de mon père. Oh, ce n'est pas uniquement la curiosité qui m'y a poussé. J'avais même pensé à tout brûler sans rien regarder, sans rien lire. Mais quand j'ai vu toutes ces lettres de femmes... Oui, ça a permis à ton imagination de bâtir un roman. Non, mais il y a autre chose. C'est plus net, plus précis. Ah, tu m'intrigues. Figure-toi que j'ai retrouvé plus de 20 agendas de poche dans lesquels depuis 20 ans, papa notait ses rendez-vous au jour le jour. Drôle d'idée d'avoir conservé tout cela. Or, au début de 1942, un nom se trouve sur presque toutes les pages. Par la suite, il devient moins fréquent. Il se fait même de plus en plus rare. Pourtant, vois-tu, alors que tous les autres noms et prénoms de femmes, sans exception, n'ont passé dans la vie de mon père que d'une façon fugitive... Celui-là a subsisté. Oui. Ah. Et au cours de ces dernières années, ce détail est de l'importance. Mon père ajoutait l'heure et le lieu du rendez-vous. Tiens. Il faut savoir qui était cette femme, mon oncle. Elle a sûrement joué un rôle dans sa vie. Peut-être pourra-t-elle nous éclairer sur tout ce que nous ignorons. Papa ne m'en a jamais parlé, mais pourtant il devait y tenir puisque c'est la seule avec laquelle il est maintenu des relations. Oui, mais bien sûr.
Ouais, tout ça est très important. Je vais prier le juge d'ordonner des recherches immédiatement. Oh, ça me répugne. Je crains que ça ne soit une sorte de sacrilège. Pourtant, oui, mon oncle, je crois qu'il le faut absolument. Oui, mais ça, je partage ton avis. Quel nom? Irène Vintier. Et il la retrouvait très souvent le soir, vers minuit, 14 rue Périgny, à Neuilly. Alors, Dumas, vous avez du nouveau? Oui, monsieur le juge. J'ai découvert une Irène Vintier, qui pourrait être celle que nous recherchons. Ah. Une femme d'environ 45 ans, professeure d'anglais dans un cours de jeunes filles, mariée à un professeur de sciences naturelles d'un lycée de Paris. Oui. D'après les renseignements que j'ai obtenus, elle s'absentait assez souvent le soir pour se rendre au chevet d'une vieille collègue malade et impotente. En compagnie de son mari? Justement pas. Le mari, une sorte de farfelu, emploie ses soirées à rédiger un ouvrage sur les papillons. Il ne l'accompagnait jamais. Vous avez réussi à la joindre? Ah non, monsieur le juge, Irène Vintier a quitté son domicile le lendemain du crime en déclarant à son mari, à sa domestique et à sa concierge qu'elle se rendait chez des amis dans la région de Melun. Vous avez vérifié? Vous pensez bien. Or, il se trouve que ses amis ne l'avaient pas invitée, qu'ils ignoraient son intention de venir les rejoindre et qu'elle n'a pas paru chez eux. Il faut retrouver cette femme à tout prix. Vous m'entendez, Dumas? Oui, monsieur le juge, je ferai l'impossible. Isabelle Froment est là, monsieur le juge, si vous désirez l'interroger. Oui. Eh bien, faites-la entrer. Bien. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer, mademoiselle. Je vous remercie, voyons. Bien, monsieur. Asseyez-vous, mademoiselle. Alors, vous avez réfléchi? Vous êtes prête à avouer la vérité? Je n'ai rien à dire, monsieur le juge. Vous vous entêtez. En ce cas, nous allons intervertir les rôles. C'est moi qui vais tout vous raconter. D'ailleurs, c'est très simple. Vous étiez depuis quelque temps la maîtresse de Jean-Paul Baudouin. Comment osez-vous? Alors, je vous prie de vous taire. Puisque vous avez choisi le silence, ayez au moins la décence de le garder pendant que je parle. Excusez-moi. Bien. Or, certains documents ont permis de découvrir que Jean-Paul Baudouin avait une vieille liaison. Vous n'allez pas prétendre que vous l'ignoriez. Je ne l'ignorais pas. Il s'agit vraisemblablement d'une femme avec laquelle il n'avait jamais tout à fait rompu, bien que leurs relations se fussent espacées. C'est bien ça? Oui, je crois. Eh ben, vous voyez que vous arrivez à me dire des choses. Reconstituons la scène, voulez-vous? Jean-Paul Baudouin vous donne rendez-vous en rue Périgny. Vers minuit, après la représentation, vous sortez du théâtre, un taxi passe, vous l'appelez. Oui, ce sont des banalités, mais elles ont leur importance. Vous l'appelez et il vous conduit au fond de Neuilly. Vous payez le taxi, il démarre, vous pénétrez dans la villa. Et je commets ce crime abominable. C'est possible. C'est possible, mais ce n'est pas certain, car il peut y avoir une version différente. Vous entrez dans la villa et vous vous trouvez en présence non seulement de Jean-Paul Baudouin, mais aussi d'une femme d'une quarantaine d'années, encore belle sans doute, et décidée à défendre son bonheur. Ce n'est pas vrai. Je n'ai vu personne. Vous mentez. Votre trouble le prouve. Mais que peut une vieille maîtresse dépossédée contre une fille jeune, jolie et dénuée de scrupules, sinon se laisser emporter par la colère? C'est ignoble. Vous devriez avoir honte. Honte? Honte de chercher à vous innocenter? Étrange façon de me remercier. Alors, répondez. Une de vous deux attirée. Elle ou vous? Je ne sais rien. Je ne vous dirai rien. C'est bien. Je vais vous faire reconduire dans votre cellule. Mais mon devoir est de vous prévenir. Cette fois, il n'y a plus aucune chance pour que la cour d'assises vous soit épargnée. Vous avez refusé jusqu'ici l'assistance d'un avocat. Je vous conseille de choisir sans tarder votre défenseur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Entrez. Excusez-moi, monsieur. Eh bien,
L'inspecteur Dumas vient de faire téléphoner ce rapport. Donnez. Merci. Je fais emmener la prévenue, une monsieur. seconde, vous permettez? Oui. Oh, tiens. Oui. Lisez donc ça, Brian. Oui, monsieur le juge. Oh. Oh, bah, par exemple. Mademoiselle Froment, le rapport que l'on vient de me faire parvenir concerne votre affaire. Et je crois que nous touchons au but. Connaîtriez-vous par hasard une certaine Irène Vintier? Oui? Pourquoi? On l'a retrouvée près de Melun, à la lisière de la forêt. Morte. Morte? Son sac contenait une lettre dans laquelle, après s'être accusée d'avoir assassiné Jean-Paul Baudouin, elle annonçait son intention de se suicider. Mais cette mort a l'air de vous affecter beaucoup, mademoiselle. Vous connaissiez bien Irène Vintier? C'était ma mère. Maman. Ah. Maman. Je vous en prie. Monsieur le juge, elle se trouve mal. Oui, aidez-moi. Vous vous sentez mieux? Où suis-je? Ah oui, je me rappelle. Maman, morte. Mais dites-moi au moins... J'ai donné l'ordre de m'apporter cette lettre immédiatement. Vous la verrez. Bien entendu, je vais vous faire remettre en liberté. Selon l'inspecteur, votre mère s'est servie du revolver avec lequel elle avait abattu Jean-Paul Baudouin pour se faire justice. Justice? Non, ce n'est pas ça, la justice. La justice était de ne pas l'avoir fait souffrir au point de lui faire perdre toute mesure. Car elle n'était plus elle-même, la malheureuse femme. Si vous saviez, ce n'est pas ça, la justice. Allons, calmez-vous. Et pourtant, il n'était pas méchant, lui, mais léger, égoïste, comme tant d'hommes. Il avait fait la connaissance d'une fille beaucoup plus jeune que lui, un mannequin, je crois. Et il s'était mis dans la tête de se marier avec elle. Cela, ma mère ne l'a pas accepté. Oui. Que s'est-il passé après le drame? Oh, elle était comme folle. J'ai voulu éviter le pire, ce pire qui n'a pas été évité. Je l'ai forcée à s'enfuir en enjambant une fenêtre donnant sur une ruelle. Puis j'ai refermé cette fenêtre. Vous étiez ganté? Oui. Je n'ai perdu mon gant que plus tard, en m'en allant. Mais je voulais rester là, faire quelque chose. Quand brusquement j'ai entendu du bruit, quelqu'un était entré. J'ai cru qu'il s'agissait de la fille en question, du mannequin. C'était mademoiselle Christiane Baudouin. Je me suis cachée, puis je me suis déchaussée, et ainsi j'ai pu sortir sans faire de bruit. Vous connaissez le nom de cette jeune femme? Muriel Aubray, je crois. Muriel Aubray. Mais monsieur le juge, maintenant... Ne pourrait-on pas faire le silence sur tout cela, puisque les voilà morts tous les deux, et que je reste seule pour les pleurer, car je les aimais autant l'un que l'autre, ma mère et mon père. Mademoiselle Isabelle Froment? Oui, monsieur. J'avais pensé aller vous attendre au greffe ce matin pour que vous vous sentiez moins seule et moins désemparée à votre libération. Mais n'êtes-vous pas maître Fabrège? Vous m'avez reconnu? J'ai vu si souvent votre photo dans les journaux.
consentiriez-vous à me recevoir pendant quelques instants? Je vous en prie, entrez. Je viens d'arriver. La concierge qui fait mon ménage avait tout fermé. Elle s'imaginait probablement que je ne reviendrais plus. Vous venez de passer des heures terribles. Les plus dures sont celles qui m'attendent. Pourquoi? Vous êtes jeune, courageuse, vous aimez votre métier, vous avez déjà remporté des succès extrêmement flatteurs. Vous ne pensez pas qu'un choc comme celui que je viens de subir vous marque pour la vie? Oh, sincèrement, non, non. Faudra vous remettre au travail. Je suis sûr que vous pourrez reprendre votre rôle au théâtre. C'est une bonne camarade qui me remplace. Je le lui laisserai. J'espère bien trouver autre chose. On m'avait parlé d'une tournée à l'étranger qui doit durer plusieurs semaines. Mais si vous êtes venu, ce n'est peut-être pas uniquement pour que je vous parle de moi. Oui, voilà. Vous venez d'avoir un grand chagrin, mademoiselle, mais il en est une autre. Ma nièce Christiane qui est, elle aussi, dans la désolation. Et qui voudrait tout savoir. Je suis certain que vous comprenez ses sentiments. Tout savoir? Oui. Ce n'est pas grand-chose en réalité. Il y a 20 ans, ma mère était déjà professeure dans un cours de jeunes filles. Elle vivait seule. Elle souffrait de cette solitude. C'était la guerre, elle a rencontré mon père. Oui, Jean-Paul Baudouin. Oui. Il était si séduisant qu'elle s'est sentie incapable de lui résister. Seulement, il était marié. Il avait une petite fille. Christiane. Et ma mère n'a voulu à aucun prix briser un ménage. Elle a certainement beaucoup souffert de cette situation. Surtout après ma naissance. Oui. Continuez. Quelques années plus tard, un homme, un professeur comme elle qui enseignait les sciences naturelles, s'était pris d'elle et lui a demandé sa main. C'était la sécurité, l'embourgeoisement. Oui, elle l'a épousé. Oui. Et vous, qu'êtes-vous devenu? Ma mère n'a pas voulu avouer ma naissance à son mari. Mais n'allait pas conclure qu'elle m'ait réellement abandonnée, non. Ainsi, les braves fermiers qui m'avaient soi-disant trouvé sur la route étaient en réalité mon oncle et ma tante, la sœur et le beau-frère de maman. Oui. Votre mère revoyait-elle votre père? Oh, très souvent. En cachette. Ma mère n'a jamais cessé d'aimer follement mon père, ni de s'occuper de moi. Lui aussi, il s'occupait de moi. Il subvenait à mes besoins. Il me gâtait. Tout cela ne vous a-t-il pas paru anormal? Oh, je m'y suis faite, puisqu'il ne pouvait en être autrement. Oui. Alors, venons-en au drame. Mon père a été rendu libre par la mort de sa femme. C'est alors que tout a changé. Car il a brusquement décidé de se remarier avec un mannequin, une fille de mon âge. Le juge a dû vous mettre au courant. En effet. Ma mère ne l'a pas admis. Sachant qu'elle allait au rendez-vous qui devait être le dernier, j'ai tenu à être présente pour empêcher justement les choses de s'envenimer. Mais elle était armée, je l'ignorais, vous pensez bien. À un moment, elle a tiré un revolver de son sac. Un coup de feu et Jean-Paul Baudouin s'est écroulé. Oui. Et j'ai perdu les deux êtres que j'aimais le plus au monde. Comme je vous l'ai dit, c'est ma nièce Christiane qui m'a envoyé vers vous, mademoiselle. Oui. Mon père me parlait souvent d'elle. Il déplorait tellement cette situation. Il espérait pouvoir nous réunir un jour. Il était si loin de se douter de ce qu'il attendait. Christiane n'est pas comme tant d'autres qui n'ont que de la jalousie ou de la haine dans le cœur. Et qui sait, peut-être, un jour...
Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Au fond de Neuilly, film radiophonique de Léon Deutsch, d'après le roman de Palinges, avec, par ordre d'entrée en onde, Arlette Thomas, Jean Mauvais, Pierre Vernier, Louis Arbessier, Marcel André, Jean Bollot, Clément Béran, Anne Capril, Montcorbier et Jean-Jacques Steen.